On comprend bien, pour vous, et d'ailleurs j'adhère à cette idée, pour vous, Emery Taillefer, le droit de l'homisme, c'est finalement la négation de tout ce qui différencie. C'est la négation de l'enracinement, valeur si chère à Simone Veil, la grande, il faut rappeler ça toujours, évidemment. Donc le droit de l'homisme, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était le combat de la griffe, d'ailleurs, ça a été de démonter les mécanismes du soi-disant antiracisme, qui est en définitive tout de même un racisme. Et d'ailleurs, je note plus loin, je vous ai lu avec intérêt, que vous montriez comment finalement le droit de l'homisme aboutissait à être à sa manière un racisme aussi. Est-ce que vous pouvez le développer un peu là? Oui, bien sûr. C'est donc le droit de l'homisme, sa manière de montrer son idéal social, c'est un idéal qui revient en fait à la marchandisation de l'homme. C'est-à-dire que quand on parlait de Baudrillard tout à l'heure, qui fait une étude de la publicité dans la société de consommation, il dit il y a une sexualisation véritable du produit de consommation. Il faut donner au consommateur l'envie du plaisir de consommer. Il y a la même chose, je disais, avec l'idée du métissage. Où il y a aussi une forme de sexualisation de la société pour donner l'idée générale que la société doit être comme une grande consommation humaine. Et ensuite, selon mon analyse, le droit de l'homisme, lui, n'est qu'un produit de la société occidentale et comme le libéralisme, n'est qu'un produit de la société, de la culture et de la civilisation occidentale devenue ultra matérialiste, c'est-à-dire ayant perdu tout repère spirituel ou culturel même. Donc à partir de là, le droit de l'homisme est une forme de parti qui a sa vision lui-même du monde et de la vie, et tous ceux qui n'y appartiennent pas sont considérés comme en dehors. C'est-à-dire que, ayant l'idéal métissé, eux dans leur tête, ils se voient café au lait, ou ils vivent cela par une sorte de par avance sur leur descendance. Donc quand ils disent oui, on n'aime pas, on s'en fiche de la France, c'est un pays, on s'en fiche d'être français, on s'en fiche de tout. En fait, ils pratiquent vraiment un racisme anti-blanc, parce que dans leur tête, ils ne s'imaginent plus blancs, ils s'imaginent plus français, ils s'imaginent républicains et métissés. Soit ils le voient vraiment dans leur glace, comme les anorexiques qui sont parfois d'une minceur squelettique et qui se voient obèses, eux se voient dans leur tête, dans leur glace métissés complètement. Ou alors ils le vivent par procuration sur leur descendance. Et ensuite, quand ils voient nous, ils disent mais t'es un blanc, toi, t'es pas de chez moi. Donc c'est une forme de racisme. Mais c'est pour ça qu'il faut pas les prendre pour des masochistes. Ce ne sont pas des masochistes. Ce sont des gens très racistes. Il y a peut-être en fait pour apporter une nuance à votre propos, un mélange un peu des deux, avec une part d'un côté tout de même de masochisme dans le sens de la repentance, mais en fait c'est un faux masochisme puisqu'il conduit surtout à une gratification morale. Je me souviens d'un entretien qu'avait donné Pierre Manant, je crois, au débat, il y a de cela 1 an et demi et quelques. Pierre Manant disait qu'il lui semblait déplorable de constater qu'aujourd'hui les Européens semblaient tirer une supériorité morale au fait de disparaître. Et c'était les termes qu'il avait employés. Alors, bien entendu, tout le monde lui était tombé sur le râble en disant Pierre Manant, fasciste, nazi, etc., comme d'habitude. Mais il y a derrière cette idéologie droit de l'homiste une formidable arrogance à se croire supérieur sur le plan moral. À se croire supérieur, plus on se flagelle, en fait, plus on est supérieur. Plus on se métisse, plus on est supérieur, en rejetant bien entendu ceux qui ne sont pas dans sa ligne de pensée. Et il y a, je pense, beaucoup d'arrogance morale derrière ça, en tout cas. Bien sûr. La preuve d'ailleurs, c'est qu'ils cherchent quand même beaucoup à dominer l'État, à avoir les prébendes, à avoir tout ce qu'il y a. Ils ne se retirent pas dans un désert pour vivre leur martyre. Ils s'en gardent bien d'ailleurs. Ça c'est bon, c'est le côté bien sûr formellement chrétien, mais derrière cet apparent amendement sur le passé et autres, il y a en fait une idée de se passer pour un saint et un martyr, c'est-à-dire en fait
fait, en effet, ce sont des titres nobiliaires. Ce sont des particules presque. C'est montrer qu'on a des quartiers de noblesse, donc on descend de quelqu'un qui a été dans un camp de concentration, c'est très à la mode, ou on descend de quelqu'un qui a été martyrisé, je suis issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, et poum, on appartient tout de suite à l'aristocratie de la République droit de l'homiste. Ce qui donne un alibi pour rejeter les gens qui ne pensent pas comme vous dans le camp du mal, puisque là on a une réintroduction, je pense que ça fait partie de votre ouvrage, en tout cas du dernier qui va sortir prochainement chez Godefroy de Bouillon, une réintroduction du manichéisme, c'est-à-dire un camp du bien, celui que dénonçait Philippe Muret, contre un camp du mal, et ceux qui ne pensent pas comme vous les rejetez, vous les bannissez dans le néant, dans les limbes du camp du mal. Ils n'en sortent pas, médiatiquement parlant en tout cas. Alors, un peu pour amener vers une conclusion sur votre livre, vous dites que le droit de l'homisme est une culture. Une culture, c'est périssable. Alors, va-t-on en voir un jour le bout? Et pour prendre la bonne direction, comment faut-il faire, d'après vous? En effet, c'est la loi de la nature de voir un jour disparaître la culture. Et toutes les cultures en soi doivent un jour disparaître. Le problème, je dirais, de l'Occident aujourd'hui, c'est que par rapport à d'autres cultures, c'est une culture encore assez jeune, qui a encore beaucoup de vitalité et qui n'est pas arrivée à un moment de néant et de nihilisme absolu comme certaines cultures, comme la culture indienne par exemple, ou même la culture chinoise, qui sont quand même des cultures où il y a beaucoup de nihilisme au fond, où il y a beaucoup de sens matériel et païen. L'Occident est encore une culture un peu assez vitaliste, assez jeune, et donc le droit de l'homisme est apparu là maintenant par des hasards historiques. Il a pu se développer, hasard historique dû à certaines guerres civiles du XXe siècle où il n'y a pas vraiment eu de vainqueur entre ceux qui prenaient des idéaux pleins de vitalité. Je pense notamment aux jeunes communistes, aux fascistes, aux royalistes, aux anarchistes. Ils se sont littéralement entretués. Et le hasard historique a fait que le droit de l'homisme s'est retrouvé presque tout seul sur la scène. En France notamment, où la France, après les épopées, les guerres civiles et les révolutions permanentes du 19e et des 2 premiers tiers du 20e siècle, a eu besoin d'une longue période de repos, comme disait De Gaulle d'ailleurs au Comte de Paris. Après vous, à part vous et moi, c'est le néant, et après nous, ce sera le néant, parce que la France avait besoin d'un long repos civilisationnel, historique, après l'épuisement généré par la Révolution de 89 et qui a duré un siècle et demi. Mais le droit de l'homisme est une idéologie qui est presque trop en avance sur l'Occident, qui ne concerne encore qu'une partie minoritaire. Mais il est évident qu'à un moment donné, l'Occident parviendra à une forme de nihilisme passif total, quelle que soit l'idéologie qu'il représentera alors, peut-être dans 1 siècle et demi, 2 siècles, 3 siècles, on peut pas savoir. Et alors là, en effet, il pourra durer comme des morts vivants pendant des centaines de siècles si le hasard historique s'y prête, comme par exemple la Chine, comme par exemple l'Inde. Mais à un moment donné, il suffira d'un coup de butoir d'une civilisation un peu plus jeune et il s'effondrera complètement, évidemment. Mais pour l'instant, ce n'est pas son heure. Alors une question d'auditeur sur un point de détail, mais qui peut peut-être être intéressant. Ne croyez-vous pas que les droits de l'homiste sont comme les trafiquants de drogue, c'est-à-dire que leur culture n'est pas pour eux, mais pour les autres? Voilà. Je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que le trafiquant de drogue ne goûte pas à ses propres produits, mais qu'il, par intérêt, et là, pas par adhésion, vend son produit aux toxicomanes. Si on peut imaginer ça, je pense à certaines, parce que vous avez parlé tout à l'heure de ceux qui se voient dans le miroir et qui se voient métissés, etc. Mais c'est vrai que parfois on en voit chez qui il y a une grande différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est-à-dire, je prône le métissage pour les autres et l'endogamie pour eux. Je pense notamment à une personne qu'on avait attaquée à la griffe, l'ancienne présidente d'Areva, Anne Lauvergeon. Qui prône de tas de choses, le métissage, abattre le mâle blanc, etc., mais qui met ses enfants dans une école que je ne citerai pas, une des plus huppées de Paris. Donc l'élitisme, c'est pour moi, et pour les autres, non. Et pour les autres, le métissage. Donc il y a peut-être aussi pas toujours de l'adhésion dans les grands promoteurs de ce droit de l'homisme, mais plutôt école dans laquelle il n'y avait que des mâles blancs. On précise ici, il faut le faire toujours aussi, que nous attachons là
le métissage conceptuel, idéologique, laïque, la métissolatrie, qu'on pourrait appeler la métissolatrie, à voir avec le fait que des êtres qui a des rencontres. Non, là, c'est la critique de l'idéologie, bien sûr. Non, je répondrai en deux parties, en deux phrases. La première, deux idées. La première, c'est que d'abord, si le droit de l'hommiste ne se contredisait pas, il serait pas une névrose, justement. C'est son problème, c'est qu'il est un peu schizophrène même. Et la deuxième chose, c'est que comme ils ont une vision purement économique de l'homme, c'est pas le fait de se métisser ou pas de se métisser qui fait qu'ils préfèrent les écoles UP. C'est simplement que pour eux, les étrangers, les immigrés, en l'occurrence, sont simplement des gens pauvres et qui veulent pas mettre leurs enfants avec des pauvres. C'est tout. Mais en soi, c'est pas le reproche d'être d'une autre culture qu'ils leur font. C'est le fait d'être des ouvriers ou du sous-prolétariat et c'est ça qui les empêche. Donc vous êtes plus dans une vision au fond de lutte des classes. C'est leur vision. C'est la vision droit de l'hommiste pure. Et c'est une vision communisante, socialisante aussi, hein. Surtout en France, plus que partout ailleurs.